Bonsoir à tous et bienvenue, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 28 minutes samedi. Ce soir, notre premier invité, c'est d'abord une voix, c'est la voix de la philo à la radio. Bonsoir Adèle Van Dret. Bonsoir. Ravi de vous accueillir ce soir sur ce plateau. Alors depuis maintenant près de 10 ans, vous défrichez chaque jour sur France Culture les chemins de la philosophie, l'émission la plus podcastée de Radio France. Vous adorez ce que vous appelez la magie de la radio, mais à la radio, il n'y a pas d'image. C'est ça qui est bien, non? C'est ça qui est magique. Ouais. J'ai le droit de dire ça ou pas? Vous avez le droit, même si ici on a quand même l'image. Voilà, ce qui est bien aussi, on a l'image, on a le texte aussi. Ça a des avantages aussi. Voilà, le texte, c'est La vie ordinaire, c'est votre dernier livre qui dévoile en filigrane votre parcours, qui est pas banal. On va en parler dans un instant, puis nous recevrons deux invités étrangers pour évoquer plusieurs actualités de la semaine. On va s'installer. Notre premier dossier portera sur les atouts économiques de l'Europe de l'Est, plutôt épargnés par l'épidémie de Covid. La Pologne, la République tchèque ou la Bulgarie disposent encore d'un tissu industriel et d'une main-d'œuvre bon marché. Et si ces pays d'Europe centrale profitaient de la future relocalisation de certaines activités industrielles. Puis nous nous pencherons sur l'indignation soulevée par le meurtre de George Floyd à Minneapolis. Aux États-Unis, en France et partout dans le monde, ce crime suscite des manifestations massives contre le racisme et les violences policières. Pourquoi un tel retentissement? Sur quoi peut déboucher cette gigantesque prise de conscience internationale? Enfin, nous conclurons avec Camille Diao qui nous expliquera comment les réseaux sociaux pour ados deviennent des estrades politiques. Et voilà, j'ai d'abord l'immense plaisir de retrouver Hélène Roussel. Bonsoir Renaud. Quel plaisir, Hélène. Vous avez vu, je ne suis pas venue toute seule. Hélène et le garçon, oui, évidemment. Ça y est. Jean-Mathieu Pernin en chair et en os. Le grand retour de Jean-Mathieu Pernin un samedi soir. Je me suis dit, vous existez pourquoi pas. En vrai. Oui, pourquoi pas. Bienvenue à tous les deux et bienvenue à vous, Adèle Van Dret. Vous animez donc, je le rappelais à l'instant, les chemins de la philosophie. C'est du lundi au vendredi à 10h sur France Culture. Et puis voici donc votre dernier livre paru chez Gallimard, La vie ordinaire. Alors, qu'est-ce que c'est exactement que ce livre? C'est pas un roman, pour autant c'est pas une autobiographie, c'est pas non plus un traité philosophique, c'est un petit peu des trois. Vous vous racontez aussi en filigrane à travers cette analyse de la vie ordinaire. Oui, j'ai pas facilité la tâche des journalistes avec la forme de ce livre parce qu'en effet c'est difficile de le classer. Parce que c'est... On aime bien ça, nous classer. Tout le monde, en fait. Oui. Pour penser, on est obligé de classer, on est obligé d'avoir recours à des catégories qui permettent d'avancer dans la discussion. Et sinon, on parle d'un objet hybride. Il y a un côté un peu expérimental, c'est vrai. En fait, je ne me suis pas posé la question de la forme avant de l'écrire. Et d'ailleurs, je n'ai pas réussi à écrire tant que je me posais la question de la forme. Je ne trouvais pas la forme adéquate pour cet essai. Je viens de dire essai, voilà. Peut-être un aussi. En fait, je pensais parce que dans ce texte, la narratrice essaye d'écrire un livre qui est un essai. Elle veut que ce soit un essai et elle n'y arrive pas. Et c'est le jour où elle se rend compte qu'en fait, c'est peut-être pas la forme appropriée et peut-être qu'il faut juste ne plus penser à la forme qu'elle parvient à écrire. Et le livre raconte ça. C'est une exploration aussi, en quelque sorte, l'exploration justement de cette vie ordinaire qui ne l'est pas tant que ça. La vôtre non plus d'ailleurs. On va en regarder un bref résumé, un portrait qui est signé de notre philosophe à nous, c'est Philippe Ridet. Ma chère Adèle Van Dret, il est loin le temps où les philosophes traînaient dans les cavernes, genre Platon, ou vivaient dans les tonneaux, genre Diogène. Aujourd'hui, ils sont à la radio, comme vous. Et ça marche très bien aussi. Votre émission est une des plus podcastées de Radio France. Merci. Mais je vais trop vite. Avant cette réussite, il y a une petite fille née en 1982 d'un père archiviste et d'une mère au foyer. Avec vos 3 frères, vous sillonnez la France au gré des affectations de votre paternelle, Strasbourg, Besançon, Angers, Troyes. D'autres horizons vous attirent. À 15 ans, vous passez une année en Nouvelle-Zélande, une expérience radicale, dites-vous. Le bac en poche, vous voulez faire du théâtre. Non, non, ma fille, répondent vos parents. Vous tâtez un peu d'architecture, optez pour une prépa littéraire, intégrez Normal Sup, vivez 1 an à Chicago, passez l'agrég de philo, votre sort est écrit, vous serez prof. Bah non. C'est déjà un peu plus subtil, il faut essayer de creuser un peu. Vous apprenez que France Culture recrute. Vous vous présentez, on vous garde. Adieu Éducnat, les intercours bruyants et salles de classe pimpantes. La radio a gagné une voix. La lecture de textes philosophiques cette semaine. Depuis 11 ans, vous philosophez au quotidien et nous avec vous. Quand on leur propose quelque chose d'exigeant, les auditeurs sont contents, plébiscitent l'émission et en redemandent, donc tant mieux, quoi. Mais je serais bien incapable de vous expliquer la recette du succès. À cette activité, vous avez ajouté la présentation d'une émission de télé, vos participations régulières à d'autres, la direction d'une collection. J'ai une grande capacité de travail et j'adore ce que je fais, dites-vous, comme pour vous excuser d'être doué. Mais vous ajoutez, je n'ai rien contre la futilité. Vos thèmes de réflexion le prouvent, souvent tirés de la vie quotidienne, de cette vie ordinaire à l'étude de laquelle vous vous consacrez.
Et quand on prend le temps de définir les termes, on sait plus de quoi on parle. Et il me semble que c'est une vraie valeur ajoutée au débat de société, au débat politique, de prendre le temps de savoir de quoi on parle. Mais vous prévenez, la tranquillité n'est pas de ce monde. Remarquez bien, ma chère Adèle, ces derniers temps, on s'en doutait un peu. C'est vrai qu'on l'a remarqué. Alors, Adèle Van Rett, l'ordinaire... Personne ne regardait ça, pardon, mais vraiment, il y a quelque chose. Alors, je ne sais pas si j'ai pris 50 ans, parce que quand on fait le portrait, ça veut dire quand même qu'on est assez âgé. Mais en tout cas, c'est émouvant. Ah oui, vous êtes touché. Bravo. Qu'est-ce qui vous a touché en particulier ? Je ne sais pas, de me rendre compte que tous ces éléments de ma vie sont accessibles à tous. Enfin, on peut faire un récit de ma vie. Quand il y a certaines parties, pas tout, heureusement. On ne sait pas tout. Mais il y a quelque chose à... Non, ça, je vous le garantis, vous ne le saurez pas. Mais voilà, je sais pas, c'est la première fois que je me sens extérieure à ma propre vie, je la regarde comme ça, c'est assez émouvant. Et sur l'ordinaire, Adèle Van Rett, vous écrivez que l'ordinaire représente ce que la philosophie conjure et conchit. C'est vrai que l'ordinaire, a priori, c'est pas très intéressant, c'est le banal. Qu'est-ce qui vous intéresse, vous, dans l'ordinaire et dans la vie ordinaire ? C'est d'abord un problème. Pour moi, le point de départ est un problème que je n'arrive pas à nommer. Et c'est pourquoi j'ai écrit ce livre, d'ailleurs. Je pense que si j'avais la réponse au problème, j'aurais pas écrit le livre, j'aurais simplement écrit la réponse, puis je serais passée à autre chose. Et c'est pourquoi je mène une enquête, pour essayer de comprendre quel est le problème au sein de la vie ordinaire. Alors, peut-être que certains d'entre vous verront tout de suite ce à quoi je fais référence, et d'autres pas du tout. Donc, si on peut prendre un exemple, vous imaginez, on est un dimanche après-midi, il est 15h, l'heure où on ne sait plus si c'est après le déjeuner ou avant le dîner, on ne sait pas quoi faire, ça s'étire, c'est horrible. Tout d'un coup, vous entendez un petit bruit, le lave-vaisselle qui se met en marche, ou je ne sais pas, les travaux dans la rue, et tout d'un coup, vous vous rendez compte que ce bruit complètement anodin, et vous le recevez avec une violence incroyable. Il vous renvoie à tout ce que dans l'existence, à ce moment-là, vous ne voulez pas vivre. Et vous avez envie immédiatement de vivre sur une autre planète. Voilà, c'est ça. Pourquoi il y a un problème comme ça alors qu'il ne se passe apparemment rien ? Ça veut dire que l'ordinaire n'est pas si banal. Alors avec le confinement, finalement, ce quotidien s'est rétréci entre quatre murs. Avec le déconfinement, on a vu tout ce qui pouvait être ordinaire, aller au café ou au restaurant, devenir extraordinaire. Vous, Adèle Van Rett, vous faites une distinction entre la vie ordinaire et la vie quotidienne. Oui. J'aimerais bien comprendre, mais en quelques mots concrètement. Bien sûr. Le quotidien... c'est la partie de notre vie qui rythme nos journées et qu'on peut changer. Je peux changer de ville, je peux déménager, je peux changer de partenaire, je peux changer l'heure de mon réveil, je peux tout changer. L'ordinaire, c'est ce qui reste quand on a tout changé. L'ordinaire, c'est le rapport au monde que je vais traîner avec moi, quelle que soit la ville dans laquelle je vis, quelle que soit la personne avec laquelle je vis, quel que soit mon métier, quelle que soit mon occupation et le sens ou la forme que je donne à ma vie, il y aura toujours un rapport absolument ordinaire à l'existence. Et c'est sans doute parce qu'on ne peut pas s'en débarrasser qu'il m'est insupportable. Et est-ce que vous ne trouvez pas quand même que pendant ce confinement, il y a eu une sorte de fantasme de la réflexion? C'est vrai qu'au début, il y a eu des philosophes, des écrivains, des penseurs qui disaient il faut profiter de ce temps pour réfléchir, alors que beaucoup de gens se demandaient juste tout simplement ce qui allait se passer après, s'ils allaient travailler, s'ils allaient... Est-ce qu'il n'y a pas eu un fantasme, un peu de réflexion sans doute. En tout cas, moi, j'ai tout de suite dit que je ne voulais pas en parler à ce moment-là parce que c'était trop inédit. Et pour produire quelque chose qui relève de la pensée, que ce soit de la philosophie ou pas, ou même de la création pour les artistes, en fait, il faut certaines conditions particulières et la situation totalement inédite qu'on vient de vivre et qu'on est encore un peu en train de vivre n'est pas propice, je crois, au travail de la réflexion et de la création parce qu'on a besoin d'être un tout petit peu en stabilité malgré tout pour pouvoir proposer quelque chose. Ça vous a pas aidé la philosophie pendant le confinement? Ça aide pas à vivre en fait. Moi, la philosophie m'a jamais aidé à quoi que ce soit. J'adore la philosophie, c'est mon meilleur compagnon, mais c'est pas un rapport d'utilité que j'ai à la philosophie. La philosophie, les textes de philosophie m'aident à me sentir moins seule parce que j'y lis souvent des choses que je me dis que je me suis pas formulées. Je me dis je suis pas la seule à ressentir ça. Sauf dans le cas de l'ordinaire d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai tenté d'écrire ce livre. Et sauf dans le cas du confinement, j'imagine. Oui, non, mais voilà, c'est une illusion de penser que parce qu'on est confiné, Pascal ou Platon vont nous aider. Ils sont pas là pour nous aider. Ils sont là pour nous aider à voir ce qu'on a dans les yeux, mais qu'on veut pas voir. Et c'est pas toujours très agréable. Alors, Adèle Van Rett, on n'a pas Pascal ou Platon là, mais on a une autre archive à vous montrer. C'est une écrivaine dont le propos est assez souvent décousu, mais toujours décoiffant. Elle n'est pas philosophe, mais effectivement, elle est écrivaine comme vous, un peu plus trash, peut-être Virginie Despentes. Sur le plateau de Thé au Café, sur France 2 en septembre 2004, Catherine Sellac lui demande si le rapport sexuel est toujours entre un dominant et un dominé. Je vous propose d'écouter sa réponse. Nos sociétés, il peut être que ça, parce qu'il n'y a toujours que des dominants et des dominés. C'est une société qui repose là-dessus tout entière, quoi. Mais sinon, non, je ne pense pas pendant le rapport sexuel. Au contraire, c'est même un des seuls moments de liberté qu'on ait, quoi. Finalement. C'est encore un des seuls moments où on ne sait pas exactement tout ce qui est la norme. Ça vient, hein. Mais c'est encore un des seuls trucs où on est réellement libre de créer nos rapports sexuels comme on l'entend quand même. Vous croyez que la sexualité se normalise actuellement?
Ouais, je pense que les femmes, on sait qu'on doit jouir. C'est même pas une question quel genre de jouisseuse on est ou on doit jouir. C'est quasiment un impératif économique. Les hommes doivent donc faire jouir les femmes, doivent avoir une érection, doivent avoir tel type de bite, si on doit avoir tel type de rapport. Oui, je pense que ça se normalise, mais que c'est pas encore complètement fait et que c'est pour ça que ça reste encore un peu intéressant. L'impératif économique des femmes à jouir et en même temps le rapport sexuel comme un des derniers espaces de liberté, nous dit Virginie Despentes. Adèle Van Riet, on n'a pas pris cette archive au hasard puisque vous avez travaillé sur la jouissance, vous avez même fait une conférence TEDx, je crois. Est-ce que vous êtes d'accord avec Virginie Despentes? Oui, avec à peu près tout ce qu'elle vient de dire, à savoir que la sexualité est un lieu, alors là je le dis avec mes mots, mais hors norme, hors loi aussi. C'est vraiment un lieu où le rapport de force, et je parle vraiment de rapport de force à dessein, peut s'instaurer indépendamment des étiquettes et des codes et d'une certaine bienséance que l'on devrait respecter. Après, il ne suffit pas de le savoir pour y parvenir, vous voyez, mais ça reste quand même quelque chose qu'on peut complètement explorer et où en effet tout le rapport à la norme, tout le rapport aux catégories traditionnelles peut sauter. Dans le meilleur des cas, parce que bon, on est libre en droit sexuellement, mais dans les faits, on est complètement contraint par beaucoup de choses. Après, je précise que quand je travaille sur la jouissance, ce n'est pas uniquement la jouissance sexuelle. Voilà, je tenais juste à le préciser. Vous écrivez aussi que en termes de libération, une femme qui veut écrire, vous citez Virginia Woolf, elle doit tuer l'ange du foyer. Ouais. C'est-à-dire qu'elle doit se débarrasser de la mère, de c'est elle, l'épouse. En fait. L'ange du foyer, c'est la femme parfaite qu'elle se doit d'être. À l'époque de Virginia Woolf, l'ange du foyer, c'est la femme qui va débarrasser la table, qui va mettre le couvert, qui va se sacrifier et prendre le moins joli morceau de poulet pour que les autres aient le plus joli morceau de poulet, qui va faire la vaisselle et qui va faire en sorte qu'elle brille le plus possible. Et en fait, l'ange du foyer, c'est la différence entre la femme et l'ange. L'ange, c'est la femme parfaite et donc c'est la femme qui ne peut plus écrire. Et Virginia Woolf, dans un texte magnifique, dit pour écrire, j'ai dû la tuer. J'ai dû l'étrangler et là, j'ai pu commencer à écrire. Et c'est une condition, l'ange du foyer, que beaucoup de femmes ont connue pendant le confinement. Justement, on est obligé de gérer à la fois la famille, les enfants, les devoirs, le télétravail. Oui, femmes et hommes, quand même. J'espère aujourd'hui qu'il y a quand même des hommes aussi qui étaient dans la même situation. Ouais. Comment vous expliquez aujourd'hui, Adèle Van Riet, ce succès incroyable, cette mode de la philosophie? Il y a des revues, une forme de démocratisation de la philosophie. Et puis il y a des émissions. On a l'impression qu'à la radio, à la télé, il y a deux sujets comme ça, deux thématiques aujourd'hui qui passionnent tout le monde. C'est la cuisine et la philosophie. Ah, vous trouvez qu'il y a beaucoup d'émissions de philo ? En tout cas, il y a la vôtre et il y a une démocratisation, il y a un accès à la philosophie. C'est vrai qu'on invite il y a un mensuel qui est Philosophie Magazine, qui a un très large public. Et on donne peut-être davantage aujourd'hui la parole aux philosophes, justement, dans les médias. À quoi ça tient, selon vous ? Je crois que ça tient à un malentendu. Parce de même que je vous disais que la philosophie, ce n'était pas quelque chose d'utile, ça ne nous venait pas en aide, de même je crois qu'on se trompe lorsqu'on croit que les philosophes vont venir nous éclairer sur ce qu'on est en train de vivre. Le philosophe ou la philosophe, c'est quelqu'un qui a effectué un travail en philosophie, qui est familier des textes de philosophie, qui peut bien connaître le monde contemporain, mais c'est pas un expert c'est peut-être un expert en sa discipline, mais pas sur tout. Moi, je me méfie beaucoup lorsqu'on demande aux philosophes de faire du commentaire d'actualité, par exemple. Je peux donner mon avis, mais si je ne suis pas experte... Vous faites assez peu, ça, d'ailleurs. Vous êtes prudente. Justement, mais parce que je ne me sens pas légitime et parce que j'essaie de parler de sujets sur lesquels j'ai travaillé et que je connais. Sinon, je crois qu'on va nuire à la philosophie elle-même en laissant entendre que oui, le philosophe peut donner son avis sur tout parce que j'ai médité pendant le confinement en caressant ma barbe blanche et que je vais venir aujourd'hui vous éclairer sur le sens de ce qu'on a vécu. C'est archi faux. Et d'ailleurs, c'est ce que j'essaie de montrer dans le bouquin. C'est pas ça du tout, la philosophie. Et j'en appelle de mes voeux à une philosophie plus incarnée, plus terrestre, peut-être plus difficile aussi, mais c'est ça qui fait son prix et c'est ça qui fait que je l'aime. Et peut-être plus humble aussi, d'ailleurs. Merci de cette leçon d'humilité qui nous a aussi éclairé, Adèle Van Riet, cette vie ordinaire parue chez Gallimard, qui ne l'est pas tant que ça. On l'a vu. Merci en tout cas d'être venu partager ce soir ce moment avec nous sur ce plateau. Et il est l'heure maintenant de retrouver un autre philosophe, en quelque sorte, Gaël Legras. Mais Gaël Legras, lui, il s'en va voir ailleurs, sur la planète, ce qui fait l'actualité, hors de nos frontières. Et ce soir, un seul sujet au programme, mais un enjeu ô combien crucial, le sort de Hong Kong et de ses habitants. On regarde.
Ce mardi, Boris Johnson a fait une annonce fracassante, annonce qui n'a pas plu du tout, mais alors pas du tout à la Chine. The Prime Minister said he was willing to grant British passports to nearly 3 million Hong Kong nationals if they wanted to leave the territory. We want to hold out our hand, a hand of friendship and support and loyalty to the people of Hong Kong. Au cas où le régime de Pékin imposerait sa loi dite de sécurité nationale à Hong Kong, loi clairement liberticide, Boris Johnson pourrait modifier la législation du Royaume-Uni. Il offrirait ainsi la citoyenneté britannique à 3 millions de personnes sur un territoire qui compte 7,5 millions d'habitants. Dans une tribune publiée par le Times, il a dévoilé son projet en détail. Tout détenteur de ces passeports pourra venir au Royaume-Uni pour une période renouvelable de 12 mois et obtenir le droit de travailler, ce qui le mettrait sur la voie de la citoyenneté. À vrai dire, 350 000 Hongkongais possèdent déjà ce document. Il est accessible à ceux qui sont nés avant 1997, date de la rétrocession de la colonie britannique à la Chine. Et en fin de semaine dernière, le secrétaire d'État des Affaires étrangères Dominic Raab avait déjà préparé le terrain. We are not going to turn a blind eye. We're not going to look away for our responsibilities to the people of Hong Kong. Dans une conférence de presse, son homologue chinois Zhao Lijian s'était alors montré menaçant. 谨言慎行，停止以任何方式干预香港事务和中国内政。 Mais évidemment, depuis la tribune de Boris Johnson, le ton est devenu encore plus offensif. Dans le South China Morning Post, Zhao Lijian déclare « Nous exhortons les Britanniques à reculer avant qu'il ne soit trop tard et à abandonner leur mentalité colonialiste. » Enfin, à Hong Kong, Joshua Wong, figure du mouvement pour la démocratie, accueille favorablement l'annonce de Boris Johnson sur Twitter, mais il lui demande aussi d'imposer des sanctions commerciales pour pousser la Chine à retirer son projet de loi. Merci Gaël Legras. C'est maintenant l'heure de passer en revue plusieurs dossiers d'actualité. Et pour cela, pour débattre de ces dossiers d'actualité, nous accueillons Desislava Raoul. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes correspondante à Paris pour la télévision bulgare BTV. BTV, je le précise, c'est la première chaîne de télévision en Bulgarie. Tout à fait, Renaud. Bienvenue. Et à vos côtés, bonsoir Philippe Gelup. Vous êtes professeur de relations internationales à l'Université américaine de Paris. Et tout de suite, notre premier sujet d'actualité, Hélène, eh bien, il porte ce soir sur le devenir précisément de l'Europe de l'Est. L'Europe de l'Est qui a été finalement plutôt épargnée par la pandémie de Covid-19, au regard notamment du sort de plusieurs pays de l'Europe occidentale. L'Europe centrale s'en est plutôt bien sortie. Oui, de la Pologne à la Bulgarie, les pays de l'Est ont finalement plutôt bien maîtrisé l'épidémie, surtout par rapport à nous, à l'Ouest. L'Europe de l'Est, on l'appelle déjà la petite chinoise de l'Europe, une base industrielle solide, une main-d'œuvre pas chère. Desislava Raoul, est-ce que ça veut dire que l'Europe de l'Est, finalement, peut peut-être remporter cette bataille économique pro-Covid, post-Covid plutôt? Alors, pourquoi l'Europe de l'Est a été épargnée? On ne le sait pas, mais heureusement. Déjà, l'Europe de l'Est, en particulier mon pays, la Bulgarie, a eu quelques jours de retard, heureusement, pour observer ce qui se passait en Europe de l'Ouest, en Italie plus tard, en France et en Espagne, et donc quelques jours de plus pour se préparer. En Bulgarie, l'épidémie a été imposée une semaine tout juste après le premier cas. Et donc, il n'y a aucune comparaison possible. Parce que, si vous voulez, dans plusieurs pays de l'Europe de l'Est et en Bulgarie, loin de la moitié de la capacité des services de réanimation a été atteinte. Mais derrière tout ça, il y a des processus, à mon avis, qui sont très importants à observer et analyser. Et ça peut répondre à votre question. Je crois que la démocratie, je ne sais pas si l'Europe de l'Est sort gagnante en fait de cette épidémie. Mais j'ai peur que la démocratie sort un peu affaiblie. Et parce qu'il y a eu Je crois que pendant cette période-là, dans plusieurs pays de l'Europe de l'Est, plusieurs questions légitimes de la société ont été étouffées sous le couvercle de « là, on combat le virus ». Silence, stop, là, on combat le virus. Et, vous dire que la liberté d'expression, la liberté de manifestation a été un peu plus restreinte. Renaud, je crois que quand il y a peu de facteurs objectifs et scientifiques, il y avait très peu de tests au début de l'épidémie. Et quand il n'y a pas suffisamment de médias libres et démocratiques pour interpréter ces statistiques, chacun peut l'interpréter comme il veut, y compris le pouvoir.
Philippe Golub, vous partagez cette analyse d'un point de vue démocratique, peut-être que l'Europe de l'Est a en fait souffert quand même de cette épidémie? Oui, je pense que c'est une très bonne remarque. Je ne suis pas du tout spécialiste de la région, mais j'ai pu noter que de la Croatie, en passant par la Serbie jusqu'à, bien sûr, en Hongrie, des manifestations à la fois d'autoritarisme politique étatique, mais aussi de relents fascisants dans certains pays comme la Croatie, le gouvernement croate, organisant une manifestation pro-Oustachide dans les rues de Zagreb. Donc effectivement, il y a eu une tendance, il y a une instrumentalisation de la crise pour concentrer le pouvoir dans certains États. Je ne suis pas sûr si on peut généraliser partout, mais certainement c'est le cas. Alors justement, au point de vue économique, est-ce que vous pensez que c'est une réalité, finalement, aujourd'hui, là, le thème de ce débat, que l'Europe de l'Est et en partie la Bulgarie peut vraiment profiter, finalement, de cet après-confinement et devenir, finalement, pas une sorte d'Eldorado, mais à un moment, ça y est, une ressortie économique pour ces pays, aujourd'hui, qui plutôt partaient vers l'Europe de l'Ouest pour travailler? Peut-être si on mettait cela au conditionnel, oui, cela, évidemment, cela dépendrait de la situation économique, mais aussi par d'autres facteurs, comme par exemple l'état de droit ou la primauté de la loi. Et je crois que ça serait décisif. Et quand vous parlez de relocalisation, vous sous-entendez la Chine peut-être? Certaines activités industrielles aujourd'hui délocalisées en Chine qui pourraient revenir en Europe. Est-ce qu'effectivement l'Europe de l'Est n'a pas des atouts, y compris en termes de main-d'œuvre ou de tissus industriels qui pourraient lui permettre d'en profiter? Très bien, davantage? cela dépend de l'envie de l'Europe de rester unie, parce que cette période-là a été peut-être aussi un test en ce qui concerne les relations entre l'Europe et la Chine. L'Europe a ouvertement déclaré qu'il y avait un travail de la part de la Chine, de désinformation sur son territoire. Donc c'est un test aussi. Est-ce que l'Europe saisira l'occasion pour ressortir plus unie? Est-ce que les États-Unis vivent un peu ça, ce thème de la relocalisation, de la souveraineté nationale économique? Oui, tout à fait. Mais même bien avant la crise, c'est-à-dire qu'une des grandes thématiques de l'administration Trump depuis 1 an et demi maintenant a été d'essayer de pousser à la relocalisation des grandes firmes multinationales ou transnationales de la Chine vers les États-Unis, ou sinon vers des pays qui seraient alliés des États-Unis comme l'Inde ou le Vietnam, avec des résultats parfois probants, parfois pas du tout. On l'a vu récemment avec Apple, Macintosh, qui est en train de négocier une délocalisation de à peu près 20% de son assemblage, de ses activités d'assemblage en Inde. Allié troublant pour les États-Unis, encombrant, mais quand même allié des États-Unis, contrairement à la Chine. Donc oui, effectivement, cette thématique est là, et elle n'est pas simplement du fait du Parti républicain et de la Maison-Blanche, mais aussi côté Parti démocrate. Il y a un consensus national sur la question d'essayer de retrouver des éléments de souveraineté économique sur la production. Justement, cette thématique de la relocalisation en Europe de certaines activités délocalisées en Asie et particulièrement en Chine, eh bien, ça a donné écho, ça a fait émerger ce terme que vous évoquiez à l'instant, Philippe Golub, ce terme de souveraineté qui est revenu dans le débat public aujourd'hui et dont même le gouvernement français s'empare. La souveraineté économique revient à la mode. Je vous propose d'écouter le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, dans le jury RTL le 24 mai dernier. Qu'est-ce que ça veut dire, avoir un retour à la souveraineté française? Oui, on voit bien la relocalisation des industries, la protection des intérêts vitaux de la France. Mais il ne s'agit pas d'être bêtement souverainiste. Mais nous pouvons aussi considérer que la protection de nos concitoyens, la nation française, ça veut dire quelque chose. L'État fort, c'est une demande, je crois, de nos concitoyens par ailleurs. Philippe Golub, là, on parle bien de la France, la relocalisation en France, et ça, c'est quelque chose, pour le coup, contrairement aux États-Unis, qu'on n'entendait pas beaucoup avant la crise. Il y a un glissement un peu mondial vers cette relocalisation, ces souverainetés économiques nationales. Il y a eu la réalisation en Europe, du moins. Dans d'autres régions du monde, c'est un peu plus différencié, mais en Europe, il y a eu la réalisation très rapide et très intense des vulnérabilités occasionnées par la transnationalisation des systèmes de production. La dépendance. Oui, des dépendances, des structures de dépendance qui n'étaient pas évidentes avant la crise, mais qui sont devenues parfaitement claires, nettes et brutales d'ailleurs au moment de la crise. C'est vrai dans le domaine pharmaceutique, comme c'est vrai dans le domaine de certains composants électroniques, comme c'est vrai dans d'autres domaines, dans toute une série de domaines. Et l'idée aujourd'hui, ce sera très difficile. Ce sera très difficile parce que la Chine est devenue la plateforme mondiale de production et d'assemblage de toute une série de gammes de produits, de la technologie aux pharmaceutiques en passant par d'autres domaines, y compris l'aéronautique, n'est-ce pas? Ce sera très difficile, mais effectivement, la question de la vulnérabilité se pose et les décideurs politiques n'ont
quasiment pas de choix autre que de travailler sur cette question. Je ne sais pas s'ils vont pouvoir le résoudre, mais ils vont travailler dessus. Alors c'est l'heure maintenant de découvrir ensemble la photo de la semaine. Cette photo, la voici. Elle apparaît à l'écran et elle nous emmène en Amérique du Sud, le continent qui est désormais l'épicentre de la pandémie de Covid-19. Cette photo, c'est mercredi. Nous sommes dans un bidonville de Sao Paulo, au Brésil. Une file d'attente de gens qui ont besoin de recourir à une assistance médicale de Médecins sans frontières. Tout d'abord, une question pour l'Américain que vous êtes, Philippe Golub. Est-ce que la situation au Brésil, qui est devenu cette semaine le 3e pays le plus touché en nombre de victimes par la pandémie, est-ce que c'est la sanction, selon vous, cette situation sanitaire et désormais économique, de la gestion de la pandémie par Bolsonaro, qui ressemblerait peu ou prou à celle de Donald Trump aux États-Unis, les États-Unis étant le pays où il y a aujourd'hui le plus de morts du Covid-19? Oui, qui ressemble en pire. En quelque sorte, oui, parce que la gestion par Bolsonaro est encore beaucoup plus grave, si ça peut être beaucoup plus grave que celle de Trump aux États-Unis. Je pense qu'effectivement, c'est la sanction d'une politique nationale menée par le chef de l'État et par ses conseillers, par son cercle intérieur le plus proche, mais c'est aussi la sanction de quelque chose de différent, c'est-à-dire, et on peut le dire pour les États-Unis aussi de la même façon, des structures sociales profondément inégalitaires, radicalement inégalitaires de la société brésilienne. C'est-à-dire que les différenciations de classe et de statut social, qui sont aussi des différenciations raciales, race et classe se recoupant au Brésil comme aux États-Unis d'ailleurs, on voit très bien que l'impact le plus important de la crise du Covid s'effectue sur les pauvres, sur les communautés vulnérables. Et c'est vrai des États-Unis, mais au Brésil, les favelas, par exemple, les bidonvilles, comme d'ailleurs ailleurs en Amérique latine, sont très fortement frappés du fait d'une structure sociale. Oui, il n'y a pas que le Brésil. Tout à fait. Il y a les émeutes de la faim aussi ailleurs, au Chili, etc. On est vraiment dans cette crise sociale des Sislava Raoul. Toute l'Amérique du Sud. Toute l'Amérique du Sud, mais aussi en Europe, en fait. Les gens dans la précarité, la misère, c'est eux qui sont le plus touchés. Et si c'est notre monde d'aujourd'hui, c'est bien triste. Il y a tout dedans. Il y a la misère, la précarité, les masques, la queue, l'attente. L'attente de quoi? Du monde de demain? Si c'est ça le monde de demain, j'aimerais bien entendre le commentaire de M. Bolsonaro, justement, sur cela. Avec en plus, peut-être par rapport à l'Europe, à une partie de l'Europe, en Amérique latine, des pays dont l'État, et notamment le modèle social, n'est pas suffisamment armé pour répondre à des situations de crise pareilles. Est-ce que ça aggrave justement ces inégalités que vous évoquez? Forcément, bien sûr que cela aggrave, oui, bien sûr. Heureusement qu'en Europe, même si ça dépend, il y a de grosses différences en Europe, car l'Europe, Bruxelles n'est pas compétent dans le domaine de la santé, c'est les pays membres, mais heureusement quand même qu'il y a l'Union européenne qui nous a aidés tout simplement à gérer cette crise. Alors notre deuxième dossier d'actualité que nous allons aborder maintenant ensemble, eh bien, c'est un dossier qui a là aussi une répercussion mondiale, internationale, puisqu'il s'agit, Hélène, de l'indignation qui a été suscitée quasiment dans le monde entier par le meurtre de George Floyd à Minneapolis, aux États-Unis. Des manifestations de monstres, on l'a vu aux États-Unis, qui ont fait tache d'huile, de Stockholm à Milan, en passant par Toronto, Berlin, même Paris cette semaine. Ce sont des milliers de manifestants qui ont manifesté malgré l'interdiction et les restrictions sanitaires. Pourquoi est-ce que ce meurtre de George Floyd, ce noir américain mort asphyxié sous le genou d'un policier blanc dans le Minnesota, pourquoi ce meurtre-là, à votre avis, Philippe Golub, a-t-il autant ému, autant indigné le monde entier? Il y en a eu d'autres avant aux États-Unis, exactement pareil. Pourtant, il n'y a pas eu autant de réactions. Il y a une très longue série, vous avez raison, une très longue série, et depuis très longtemps. D'ailleurs, ce meurtre s'apparente à un lynchage. Il y a un commentateur américain qui l'a noté, je pense que c'est vrai, c'est une forme de lynchage contemporain, n'est-ce pas? Sauf que le policier ne voulait pas que ce soit vu, contrairement au lynchage dans le passé. Alors pourquoi l'émotion, pourquoi la réaction, pourquoi la mobilisation transnationale, je dirais? D'abord, c'est le moment historique. C'est le moment historique, justement, de la crise du Covid qui a mis en lumière l'extrême vulnérabilité des communautés de couleur aux États-Unis, des minorités visibles, comme on dit aux États-Unis, hispaniques et noires. Le moment historique qui a fait aussi que la réaction de l'administration Trump devant cette situation, l'instrumentalisation par Trump de la question de la race depuis maintenant 2 ans, n'est-ce pas? Le côté incendiaire de ses déclarations, le côté incendiaire de ce qu'il fait. Je pense que il y a une cristallisation qui s'est opérée
dans le courant de cette crise globale Covid, une cristallisation qui a aidé à stimuler un mouvement de masse aux États-Unis qui est devenu un mouvement transnational. Ce n'est pas tout à fait nouveau, ce genre de phénomène en sciences sociales, on le sait très bien. Mai 68 n'était pas, contrairement à ce que voudraient le croire certains, un événement français. Mai 68 fut un phénomène transnational de la Hongrie, de la Tchécoslovaquie, jusqu'à Tokyo, en passant par New York et Londres. Ça va, Raoul, il y a des manifestations en ce moment contre les violences policières racistes en Bulgarie. Il y a eu une manifestation aujourd'hui en Bulgarie, mais il me paraît que l'angle d'attaque est un peu différent. Ce qui se passe dans le monde paraît d'une certaine manière vu de Paris, mais tout à fait d'une autre manière en Europe de l'Est. Car je pense vue de que... Sofia, c'est comment vue de Sofia ? Je crois que les discriminations, le manque de tolérance dans l'Europe de l'Est, et particulièrement en Bulgarie, n'est pas sur la base raciale, couleur de peau. C'est plutôt pour des raisons historique pendant 45 ans sous le communisme. Je crois que cet isolement a créé l'incompréhension de l'autre et donc la peur de l'autre. Ça peut être des migrants, ça peut être des minorités, des Roms, ça peut être des personnes avec une sexualité différente. Je crois que cela, ça réveille justement ces problèmes en Europe de l'Est. Et je crois aussi que, malheureusement, j'espère que je n'aurai pas raison, mais je crois que justement en Europe de l'Est, dans les semaines à venir, je ne serais pas surprise si on entend des discours de la part de nationalistes et populistes qui vont tenir un discours assez manipulateur en disant regardez qui sont ceux qui font les pillages et qui font les émeutes, regardez leur couleur de la peau et leur origine ethnique. J'ai entendu un écho pareil pendant le mouvement des Gilets jaunes et je crois qu'on devrait être vigilant pour repérer ces discours assez vite. Un certain nombre de démagogues, effectivement, s'emparent de ces arguments-là. Alors, une émotion, une indignation internationale et des manifestations, il y en a eu aussi en France. Ouais. Il y a eu notamment mardi soir à Paris, devant le Palais de Justice, une manifestation de grande ampleur, assez inattendue, 20 000 personnes dans la rue. Jean-Mathieu, une manifestation en fait, qui est due d'abord à une femme. Et oui, Assa Traoré, puisqu'on peut se demander aussi combien il y a de photos de cette femme, Assa Traoré, depuis 2016. Alors ça, c'est impossible à savoir. Mais sur tous les clichés, elle pose toujours avec le même t-shirt où il y a marqué « Justice pour Adama ». C'est assez étonnant de la part de cette femme qui un temps a partagé sa passion pour la mode sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Mais ça, c'était avant juillet 2016. Cet été-là, son frère, Adama Traoré, décède suite à une interpellation musclée à Beaumont-sur-Oise, dans le Val d'Oise. En quelques heures, le destin de cette éducatrice aux 3 enfants bascule. Elle dénonce une bavure des gendarmes et combat donc l'impunité des forces de l'ordre. Et depuis 4 ans, elle ne lâche pas. Pugnace, elle devient le visage véritablement de celle qui se mobilise contre les violences policières en France. Avec le comité Vérité et Justice, son combat devient politique, elle mêle antiracisme et lutte sociale. Elle manifeste aux côtés de la France insoumise, soutient les Gilets jaunes, proteste aux côtés des étudiants, mais elle ne parle jamais de convergence des luttes, mais plutôt d'alliance des luttes. Et elle va petit à petit tisser un véritable réseau dans lequel on va trouver donc des politiques, des associatifs, également aussi des comédiens comme Omar Sy ou des chanteuses comme Camélia Jordana. Et toute cette petite mosaïque va mobiliser petit à petit sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça qu'on en arrive à cette manifestation mardi dernier devant le tribunal de Paris. 20 000 personnes. Et c'est vrai que ce jour-là, Assa Traoré n'hésite pas à faire le parallèle entre la mort de son frère et celle de George Floyd aux États-Unis. On l'écoute. Cet homme noir, notre frère, qui va mourir avec des scènes horribles, des scènes qui vont nous horrifier, des scènes qui vont nous glacer le sang et des scènes qui vont en tout cas se calquer sur la mort de mon petit frère. Alors Philippe, d'après vous, est-ce que ces deux situations sont comparables, celle entre ce qui se passe actuellement aux États-Unis et la mort de George Floyd et Adama Traoré? Alors, oui, dans un certain sens, oui, c'est compliqué. Évidemment, les trajectoires historiques des deux pays sont tout à fait différentes. Aux États-Unis, pendant très longtemps, il y a eu un despotisme domestique, je le dis bien, domestique qui a duré des centaines d'années, l'esclavage, puis la ségrégation institutionnalisée, puis le non-changement depuis, n'est-ce pas? Donc, un despotisme domestique qui ne s'apparente pas directement aux relations coloniales de la France. La France a aussi une forme de domination externe, pas une forme, enfin une domination externe qui se traduit en interne en France par une situation où des populations
d'origine lointaine ou proches, immigrés venant des anciennes colonies françaises, se retrouvent dans des situations de dépendance et de vulnérabilité et de soumission souvent. Le quotidien est souvent le même. C'est-à-dire que la vie quotidienne d'un jeune dans les cités en France, la vie quotidienne, n'est-ce pas, et leur rapport à la police n'est pas très différente de la vie quotidienne et des rapports d'un jeune noir aux États-Unis avec les institutions. Les situations ne sont pas identiques, mais il y a des points de comparaison. Même s'il y a eu beaucoup plus de meurtres aux États-Unis avec la police américaine. Absolument. Oui, d'un point de vue quantitatif en nombre de victimes, les deux situations sont très différentes. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus nous apporter votre regard sur ces dossiers d'actualité cette semaine. Voici maintenant le moment de retrouver David Castello-Lopez qui, comme chaque samedi, va faire son intéressant, bien sûr. Et ce soir, il se pose, comme toujours, une grave question. Les bateaux polluent-ils vraiment moins que les avions ? Est-ce que les bateaux, c'est mieux pour l'environnement que les avions ? Tu prends pas l'avion, toi ? Attends, ça va pas ? Moi, je respecte la planète, quoi. Je prends le bateau. Parce que le bateau, ça émet vachement moins de gaz à effet de serre, tu vois. Ah ouais, t'es sûr ? Ah, mais genre 100%, quoi. Oui, ça c'est vrai. Du point de vue des émissions de gaz à effet de serre, le bateau, c'est beaucoup mieux que l'avion. En moyenne, l'empreinte carbone par kilo transporté d'un gros porte-container est 35 fois inférieure à celle d'un Boeing 747 cargo. Mais le truc, c'est qu'il n'y a pas que les gaz à effet de serre. Il y a aussi le soufre. Intéressant. Contrairement aux avions, les gros bateaux utilisent traditionnellement des carburants très bon marché, qui, jusqu'il y a peu de temps, étaient beaucoup moins réglementés que le carburant des avions et des voitures. Ces carburants bon marché, on les appelle les fuels lourds, et ils ont un défaut redoutable, ils sont pleins de soufre. Or le soufre, c'est très mauvais pour la santé, parce qu'entre autres, ça provoque des maladies respiratoires. On estime ainsi que le soufre rejeté dans l'atmosphère par le trafic maritime mondial provoque 400 000 morts par an dans le monde, en particulier près des ports très fréquentés comme Venise. Conséquence, depuis le 1er janvier, l'Organisation maritime internationale a dit aux compagnies maritimes « Bon les gars, vous commencez à nous emmerder avec votre soufre, donc soit vous utilisez du carburant plus propre, soit vous mettez des pots catalytiques sur vos cheminées. » Voilà. Donc normalement, si les bateaux respectent la loi, il devrait y avoir de moins en moins de soufre dans l'atmosphère. Alors on pourrait se dire « C'est génial, c'est super, yes !» Mais en fait, pas forcément. Parce que le soufre est certes mauvais pour la santé de ceux qui le respirent, mais pour l'atmosphère, ça a des avantages. Parce que c'est une substance qui a l'effet inverse des gaz à effet de serre. Et oui, plus il y a de soufre dans l'atmosphère, moins la chaleur du soleil y pénètre, ce qui contribue à rafraîchir la planète. Dans une ironie un peu triste, le soufre rejeté chaque année dans l'atmosphère par le trafic maritime mondial compense en partie les gaz à effet de serre émis par l'humanité. Résultat, en dépolluant les bateaux, on va mécaniquement réchauffer l'atmosphère. Et il faudra donc faire encore plus d'efforts dans d'autres domaines pour ne pas que la planète devienne une fournaise. Ouais, donc tu vois, c'est plus compliqué que ça en fait. Ouais, je sais, c'est relou. Intéressant. Et ben voilà, merci David Castello-Lopez de faire avancer ainsi la science. Bonsoir Camille Diao. Bonsoir Renaud. Ravi de vous retrouver Camille avec vous. Comme chaque semaine, on va continuer donc de dessiner les contours du monde d'après. Un monde où les réseaux sociaux pour les adolescents deviennent des estrades politiques. Oui. Et ça commence sur TikTok, l'application star des teenagers. Regardez le teenager là, déjà, il frétille. En train de chanter, danser ou faire des blagues dans de très courtes vidéos. Une plateforme créative qui est en passe de détrôner Instagram, Twitter et consorts, avec quand même 2 milliards de téléchargements depuis son lancement en 2016. Ça se passe donc aux États-Unis où les élections présidentielles approchent. Elles se tiendront le 3 novembre. On a un peu tendance à l'oublier entre la mort de George Floyd et le coronavirus. Mais la campagne continue et parmi le scroll infini de vidéos sur TikTok, eh bien parfois on tombe sur ce genre de choses. Alors je vous traduis l'inscription. Salut les gars, une petite choré pour vous rappeler que le débat électoral est repoussé au 21 mai. Donc vous voyez, les chorégraphies, les playbacks, les challenges humoristiques de TikTok sont détournés pour parler politique par des ados qui bien souvent n'ont même pas l'âge de voter, mais qui ont déjà une conscience politique et qui comptent bien la faire entendre. Alors certains vont jusqu'à s'organiser dans ce qu'on appelle des house, des groupes sur TikTok, les maisons. Par exemple, la conservative Hype House, qui rassemble des TikTokers conservateurs de Californie jusqu'en Arkansas. Une house qui est suivie par plus de 800 000 utilisateurs. Sur TikTok et via les ados, la politique se fait comédie, objet pop, pour mieux toucher une audience plus jeune, plus cliente de vidéos YouTube que de chaînes d'information en continu. Et les politiques, forcément, flairent le bon filon
en tout cas aux États-Unis, puisqu'en France, ils sont encore très peu présents sur la plateforme. Je n'ai trouvé que le Parti socialiste pour s'être fait un compte début mars. 22 abonnés à ce jour seulement. En effet, pas facile pour les politiques d'adopter le bon ton. Les vidéos TikTok sont intimes, fabriquées à la maison, assez éloignées des stratégies de communication bien huilées. Certains politiques s'y essaient quand même. Regardez par exemple ces parlementaires britannique qui tente une chicken dance, une danse du poulet. Oh là là là. Ce ne sera pas assez pour faire le buzz, à peine plus de 70 likes. Et d'après le Financial Times, le faible succès des politiques pour l'instant sur TikTok s'explique par le fait que les adolescents ne sont pas là pour parler aux politiques comme sur Twitter. Non, ils veulent devenir eux-mêmes des stars de la politique. Et si les femmes et les hommes politiques de demain trouvaient leur vocation sur TikTok, s'agirait-il d'un vent frais qui casse les codes ou d'un pas de plus vers la politique spectacle? Très bonne question. En même temps, en attendant, c'est vrai que les deux principaux candidats à la présidentielle américaine ne sont pas vraiment des adolescents, eux, si je ne m'abuse. Pas tout à fait, On a envie de faire les poulets, non. Merci Camille, merci à tous mes amis. Désolé, mais 28 minutes samedi, c'est déjà fini. En tout cas pour ce soir. Lundi à 20h05, vous retrouvez Elisabeth Quint, bien sûr. D'ici là, je vous souhaite un excellent dimanche. Et avant de se séparer, on va faire un petit tour de la planète en images avec le monde à l'heure du coronavirus, signé Alexandre Ify. Tchuss. C'est le seul cimetière en Irak, je répète, le seul qui accepte d'accueillir les morts du coronavirus. Ce n'est pas l'épidémie qui nous inquiète, mais le fait que notre club fasse match nul ou perde. Oggi che la piazza è aperta, possiamo tornare quei giorni. Che abbiamo il coraggio di cambiare, di essere meglio. I'm America's worst nightmare. I'm young, black, and holding my nuts like cheer. I was in the pub, having a light beer. I was at the club, having a fight there. Y'all could go home, husband and wife there. My mama at work trying to buy me the right